Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président et monsieur le rapporteur général de la commission des finances, mes chers collègues, au fond, le débat à ce stade est relativement simple et peut peut-être se résumer en plusieurs questions. D'abord, faut-il parvenir à voter un budget? Oui, bien sûr. Le scénario d'un rejet du PLF et celui d'une motion de censure est pour moi à écarter absolument. Il n'apporterait rien à la situation de nos finances publiques, rien de positif en tout cas, et occasionnerait également de graves difficultés pour nos compatriotes. Nous faisons ensemble, nous pouvons faire, je crois pas, ensemble le pari raisonnable, déjà d'une première étape avec un accord en CMP, souhaitons-le. Deuxième question, la situation financière appelle-t-elle des mesures fortes? Là encore, la réponse est oui. Le gouvernement engage-t-il ce tournant? Oui, et c'est heureux. Le débat porte par contre sur l'ampleur de l'objectif d'ajustement budgétaire et notre capacité à y parvenir sans déclencher un effet récessif qui viendrait à l'encontre de l'objectif initial. 45 milliards d'ajustements, c'est sans équivalent et le contenu fiscal nous renvoie presque à la période Hollande. On est à 45 milliards et non à 60 si on se compare à la loi de finances 2024, mais l'ajustement reste considérable et la part de fiscalité correspond malheureusement aux 2/3. À ce débat sur l'aspect récessif ouvert dès le dépôt du PLF s'ajoute l'aggravation de la conjoncture et déjà malheureusement des plans sociaux, l'attentisme des acteurs économiques. S'ajoute aussi l'aggravation de l'écart de taux avec l'Allemagne à 0,8 points. Nous devons veiller à la crédibilité de nos engagements et les tenir. Nous allons vers une prime de risque élevée. Veillons à notre crédibilité. L'OFCE a assez tôt indiqué que 5,3% de déficit était une cible plus envisageable. La Commission européenne le rejoint dans cette prévision. Goldman Sachs est à 5,4 en s'appuyant sur une prévision de croissance de 0,7 et non 1,1. La situation financière est critique, d'autant que nous souffrons également d'un déficit de notre balance courante. Patrick Artus insistait récemment sur le fait que nous sommes dans le cas le plus critique. Nous devons, je cite, financer une partie de notre déficit par des entrées de capitaux à court terme, ce qui nous expose à une crise de la dette publique. Nous avons, comme l'a dit le Premier ministre, un devoir de vérité. Pour arriver aux 3%, la marche qui consiste à passer de 6,1 à 5 en un an est sans doute très haute. Il faudra rapidement voter un PLFR et se caler sur des prévisions ajustées. Car pour aller plus loin, il faut enclencher des réformes structurelles qui ne pouvaient trouver place dans un PLF confectionné en si peu de temps. Si ce PLF suppose des ajustements, certains que nous pourrons discuter dans les prochains jours, d'autres à faire début 2025, il doit s'inscrire dans la poursuite de la recherche de l'augmentation du taux d'emploi. Cette politique de l'offre reste une nécessité. Elle souffre sans doute de ne pas avoir été suffisamment financée par des économies équivalentes. N'oublions pas que si notre taux d'emploi rejoint celui de l'Allemagne, nos finances seront alors à l'équilibre. À ce titre, le débat sur les exonérations de charges ouvert en PLFSS et celui à venir sur la sensibilité de l'IS par rapport à la croissance, ces débats compteront. Le sujet global est celui du bon réglage pour aller dans la bonne direction, celle des 3% de déficit, avec un phasage réaliste et qui doit nous permettre de restaurer notre crédibilité. En cela, les discussions autour des financements des collectivités locales, comme la discussion sur l'excès de taxation dans le secteur aérien, seront importants. Gare à ne pas détruire l'investissement et l'emploi. Maintenons la vie dans nos territoires, leur desserte et les conditions du développement économique. Sur le long terme, il est urgent de faire des choix dans les missions de l'État, dans le financement des retraites et de viser la préservation du niveau de vie des jeunes générations. Une façon d'y parvenir peut être de financer une part de nos retraites et de notre protection sociale par une part de TVA ou de CSG. C'est une réforme lourde, difficile, qui ne peut fonctionner que si les cotisations salariales sont abaissées en conséquence. Nous aurons sans doute à discuter de ce qu'on appelle parfois la stratégie d'agencisation de l'État et surtout à redéfinir ses missions. Le CEREMA, par exemple, l'ADEME, la NCT peuvent sans doute utilement travailler ensemble. Dans le secteur aérien, la direction de la navigation aérienne peut s'affranchir de la lourdeur de son statut actuel. S'agissant de nos aînés, nous avons un double devoir. Bien sûr, devoir de solidarité pour le grand âge, la dépendance et les petites retraites, mais aussi devoir de garder le lien entre les générations. À ce titre, préserver le niveau de vie des jeunes générations est un objectif qui peut supposer des ajustements sur une partie de l'actualisation des retraites. J'ajoute un souci de méthode pour terminer. Tout comme on peut s'interroger sur le niveau d'alerte dans l'exécution des lois de finances, il faut aussi s'interroger quand même
sur le déclenchement d'alertes lors des dépôts des PLF et lors de la stratégie financière. Parfois, le Haut Conseil devrait sortir du langage un peu trop diplomatique. Voilà, nous abordons cette question avec responsabilité, engagement, dans le souhait d'être constructif, mais de ne pas masquer les points de débat. Je vous remercie. Merci, cher collègue.